Comment est-ce qu'on peut comprendre l'une des figures politiques les plus clivantes de notre époque? Un livre propose une approche assez originale, non pas par le prisme de la politique, mais par celui de la psychologie. Aujourd'hui, on plonge dans cette analyse clinique et pour le moins provocatrice de Donald Trump. Alors, pour nous guider, l'auteur a une feuille de route très claire. D'abord, il nous explique sa méthode d'analyse. Ensuite, il va creuser dans le passé à la recherche de ce qu'il appelle les blessures fondatrices. Après ça, on s'attaque aux personnages publics. Et enfin, à partir des schémas de comportement qu'il a identifiés, il essaie de bâtir un modèle prédictif. Et d'emblée, l'auteur donne le ton. Il ne se voit pas comme un analyste politique, mais plutôt comme une sorte d'enquêteur psychologique, un archéologue de la psyché. C'est avec cette approche que toute l'analyse va se dérouler. Alors commençons par la méthode, la fameuse boîte à outils de l'auteur. L'idée est simple. Pour vraiment comprendre quelqu'un, il faut faire comme un archéologue. Il faut creuser, couche après couche, pour atteindre les fondations de sa personnalité. Et cette méthode, elle suit une logique implacable. Tout commence avec les blessures de l'enfance. Celles-ci forgent des mécanismes de défense pour survivre. Ces mécanismes deviennent ensuite des schémas de comportement à l'âge adulte. Et selon l'auteur, ce sont ces schémas qui permettent de prédire les actions futures. C'est un fil qui relie directement le passé à l'avenir. Bon, alors, qu'est-ce que notre archéologue trouve dans les toutes premières couches de la psyché de Trump? L'analyse met en avant 3 blessures, 3 traumatismes qu'elle considère comme absolument fondamentaux survenus très tôt dans sa vie. La toute première blessure identifiée dans le livre, c'est l'absence de la mère. À un âge critique pour le développement, sa principale figure d'attachement a, pour ainsi dire, disparu pendant une longue période. L'auteur s'appuie ici sur des experts pour dire que les conséquences de cet événement sont, profondes. Ça aurait ancré une conviction fondamentale bien avant les mots. La confiance est un leurre et à la fin, on ne peut vraiment compter que sur soi-même. Et ce n'est pas tout. À cette absence maternelle vient s'ajouter ce que le livre décrit comme la cruauté du père. L'atmosphère familiale est dépeinte comme une sorte d'arène, où la faiblesse était punie et où l'affection était conditionnée par la victoire et la domination. Et enfin, la 3e blessure, un exil brutal. D'après l'analyse, l'envoyé à l'académie militaire ne l'a pas redressé. Au contraire, ça a donné à son agressivité préexistante un cadre, une méthode, un véritable mode d'emploi pour exercer le pouvoir. Donc on a ces 3 blessures. Et pour survivre à tout ça, l'auteur nous dit qu'il a fallu construire une sorte de carapace, une protection, un moi de fiction. Un des piliers centraux de ce moi fictif, c'est évidemment le mythe du self-made man, un mythe que le livre s'attache à déconstruire en s'appuyant sur des enquêtes journalistiques très fouillées. Il y a aussi cette image du maître de la négociation, du génie des affaires. Là aussi, le livre la confronte à une réalité documentée qui est une série de faillites d'entreprises assez spectaculaires, notamment dans les années 90 et 2000. Mais le coup de grâce à ce mythe, il vient peut-être de la personne qui l'a littéralement écrit. Le nègre, de son célèbre livre The Art of the Deal, a depuis complètement renié son travail en expliquant qu'il avait en fait créé un personnage de fiction. D'accord, donc si le personnage public est une fiction, qu'est-ce qui est réel? Eh bien l'analyse avance l'idée d'un système d'exploitation psychologique, un noyau dur qui, lui, serait permanent et surtout immuable. Ici, l'auteur utilise un terme clinique très fort. Et c'est important de comprendre que dans son analyse, ce n'est pas utilisé comme une insulte, mais vraiment comme un outil pour tenter de comprendre et de prédire un comportement. Alors, un des programmes clés de ce système d'exploitation, le livre l'appelle l'algorithme de la vengeance. C'est comme un petit logiciel interne qui tournerait en boucle avec 3 règles très simples. Toute offense, même minime, exige une réponse. Cette réponse doit être disproportionnée. Et enfin, il n'y a pas de date de péremption. Un autre mécanisme décrit est ce que l'auteur appelle le piège de la loyauté. Le principe est assez direct, une exigence de loyauté absolue, totale, mais à sens unique. Il n'y a aucune réciprocité. C'est un test constant, et si on échoue, on est immédiatement dévalorisé et écarté. Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur de l'argumentation. Si ce système d'exploitation psychologique est fixe, s'il ne peut pas changer, comme le soutient l'analyse, alors son comportement futur devient, en théorie, hautement prévisible. Du coup, la prédiction que fait le livre pour un éventuel second mandat est sans appel. Il serait fondamentalement différent du premier. Les garde-fous, c'est-à-dire les conseillers capables de dire non, seraient éliminés et l'appareil d'État serait entièrement peuplé de personnes choisies pour leur loyauté. Et cette logique, d'après l'analyse, s'appliquerait aussi à la politique étrangère. Elle deviendrait une sorte de miroir de sa psychologie personnelle. Les relations ne seraient plus basées sur des intérêts nationaux, mais sur la flatterie et la déférence personnelle. L'auteur ne conclut pas son analyse par un simple résumé. Il termine par une mise en garde, presque un défi. Pour lui, comprendre le fonctionnement de quelqu'un sans rien faire de cette connaissance, c'est, d'une certaine manière, être complice. Et c'est ça la grande question que soulève le livre.
Si on accepte sa prémisse principale, que ces schémas psychologiques sont permanents et immuables, alors qu'est-ce que cela signifie quand la personne en question a accès à un pouvoir aussi immense? La question, bien sûr, reste ouverte.